emporté par mon élan, je bute sur la marche du milieu et puis je viens me coffrer comme une vache sur ce plateau, que ce soit un Pauli Hoffenheim, Bayern Dortmund, un match de finale de la Cup, demi-finale de la Coupe du Monde, finale de la Ligue des Champions, j'ai pas abordé exactement de la même manière. Ce genre d'envolée, tu vois ce que je veux dire, c'est comme une forme d'accouchement, quoi. Le truc, il est là, je leur donne tout. En bas, quoi. Yeah. France-Allemagne, finale de Coupe du Monde 2026, c'était pour qui? Joshua Kimmich à une trentaine de mètres de la cage. Eine Rakete, un missile énorme de la part de Joshua Kimmich à la 90e minute. Bonjour Jean-Charles, comment vas-tu? Salut Ali. Très bien, merci beaucoup de m'inviter. Ça va, tu profites des vacances en ce moment? Pas encore. Ouh là là, t'as loupé 2-3 épisodes sur beIN Sport. Je suis encore sur le championnat d'Europe Espoir. D'accord. Il y avait hier soir Angleterre-Pays-Bas et samedi, il y aura la finale Angleterre-Allemagne. Okay. Après, on va pouvoir commencer à se préparer d'abord sur la saison prochaine et puis un peu de vacances. C'est aussi l'histoire de comment un Sabatier peut en cacher un autre. Regardez et écoutez surtout. Omar Traoré, alors que Thomas Keller, un défenseur central, se prépare à faire son apparition sur la pelouse. Attention, Mathias Sonczak! Oh, Mathias Sonczak, incroyable! Pour venir délivrer Heidenheim! Extraordinaire, les hommes de Frank Schmidt! Pour venir sécher l'ambiance ici dans la MHP Arena! Il y a 2 mois, j'ai vu sur Twitter un extrait avec ton fils, Oscar Sabatier, qui commentait avec Patrick Guillot un match de Bundesliga. Qu'est-ce que ça fait de voir ton fils prendre un peu le flambeau de cette manière? Alors, je ne comprends pas du tout ta question, mais qui est cet Oscar dont tout le monde me parle depuis à peu près 3 mois? C'est un truc de malade, une forme d'homonyme. Non, je blague. Qu'est-ce que ça me fait? J'ai pas envie de parler de passage de flambeau, parce qu'il y a un côté petite mort dans cette histoire. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Os, il évolue doucement mais sûrement à son rythme, avec ses capacités. Il va faire sa vie un petit peu comme il l'entend, du moment qu'il est heureux, ça c'est le principal. Mais en tout cas, ça me rappelle un truc qui m'a toujours gonflé quand j'étais plus jeune, quand les anciens venaient me voir en me disant « Ah, tu vas voir comme le temps passe vite ». Bah ouais, ça me rappelle à quel point le temps passe vite, parce que j'ai souvenir de lui quand il avait 4-5 ans, qu'on matait des matchs ensemble et qu'après chaque action, il prenait son ballon, il courait dans le jardin avec une phrase qui est devenue mythique entre nous deux, qui disait « avec ce ballon » et derrière il refaisait l'action qu'il venait de voir à la télévision. Et aujourd'hui, c'est un truc un petit peu différent. Donc ouais, je pense qu'il a certaines capacités. Il a été immergé là-dedans, alors que ce soit au niveau du commentaire, du journalisme, mais aussi dans le monde du football, extrêmement rapidement. Je me souviens l'avoir emmené quand il savait à peine marcher au centre d'entraînement du Bayern, où il était encore capable de jouer avec les enfants des autres joueurs à 4 pattes. Et puis un peu plus tard de rentrer dans les vestiaires des joueurs quand lui avait le code et que moi je l'avais pas et que j'étais obligé de rester derrière la barrière des journalistes parce que j'étais considéré comme journaliste, et lui partait, rentrait avec Ballack ou alors avec Oliver Neuer ou alors avec Oliver Kahn, pardon, dans les vestiaires du Bayern. Donc il s'est imprégné de ça, il a maturé tout ça, et pas simplement le foot, tous les sports. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il est quand même plutôt porté sur les sports américains, baseball, hockey à fond, et foot américain, qui sont ces 3 spécialités. Je pense qu'il y a de bonnes bases de travail, mais bon, il est encore dans une situation un peu précaire au niveau des médias, et il va falloir qu'il fasse encore un peu son chemin. On verra bien sûr tous les autres buts inscrits en Serie A dans... Là, tu t'es fait mal. Oh putain! En 2010, lors d'une répétition de l'émission, l'équipe du dimanche avec Thomas Touroud. Ah là voilà, la fameuse. Tu fais une chute spectaculaire en arrivant au plateau, qui est devenue un mème sur les réseaux. Ouais. Tu peux raconter ce moment et l'après qui était difficile pour toi? Ah ouais, non, c'était un moment compliqué. En fait, c'était un moment de travaux à Canal, qui était à l'époque situé du côté de quai André Citroën. Donc on avait un studio, qui était le studio C, qui était le premier étage, et bon, ils étaient en train de le refaire, et il fallait partir dans ce qu'on appelle le studio de la mezzanine. Et donc ils avaient refait ça avec un plancher archi noir, avec 2-3 petites marches comme ça, et donc bon,
Thomas a une idée pour ouvrir l'émission, je sais pas, c'est on tourne autour de lui et on rentre comme ça de manière un petit peu active sur la musique de Benny Hill, si je me souviens bien un petit peu le délire. Et donc on fait un premier essai, un deuxième essai, il y avait ces marches qui étaient là, mais pas à distance réglementaire, donc très très rapprochées, donc et en plus avec la réverbération des lumières, le plancher tout noir, c'était On va moins bien. faisait que tu t'avais pas de perspective. Et donc voilà, on fait une première répétition et ça fonctionne plutôt bien, etc. Arrive la deuxième répétition, on est là vraiment très très proche de l'émission. Et donc rentre le premier chroniqueur, rentre le deuxième chroniqueur, c'est à mon tour de passer, et puis là je passe, et puis sur la marche du milieu, emporté par mon élan, je bute sur la marche du milieu, et puis je viens me coffrer comme une vache sur ce plateau. Et là où je me fais super mal, c'est que j'ai mon micro en fait qui est placé sur le côté gauche de ma veste, et quand je retombe, en me protégeant comme ça avec mon bras, ça m'écrase intégralement les côtes, donc ça me fracture 2 côtes de manière sèche, et ça me provoque un hématome sous-costal, une poche sanguine en fait Ah oui, quand même. de contusion, qui fait que je suis complètement séché, quoi. Alors les pompiers viennent de Canal, qui étaient des mecs qu'on voyait tous les jours, qui étaient même des potes. Les gars de la sécurité, moi je dis non, je veux quand même faire l'émission. Je fais l'émission, j'étais assis à côté de Thomas, et les mecs ils étaient là avec du gaz, enfin pour me permettre de respirer, parce qu'en fait moi je faisais tous mes offs en direct. C'est-à-dire que on discutait tous les deux, on balançait le off, et moi j'avais mon écriture, etc. Et je faisais tous les offs en direct, sauf que j'avais le souffle complètement court, quoi, complètement coupé, quoi. Et au début, ça a fait rire absolument personne. Ça a généré même une forme de problème, accident sur le lieu du travail. Bon, en l'occurrence, c'était la faute à personne, si ce n'est de la mienne, d'avoir été trop con pour pas voir la marche. Mais en l'occurrence, je l'ai pas vu. Mais et effectivement, ça a tourné. Ce qui est quand même extrêmement bizarre, c'est que sur les premières années de cette situation, il n'y a pas eu énormément de retours. Et ça a vraiment été a posteriori, quoi, la chute. Complètement gag de cette histoire qui a forgé encore un peu plus notre aventure à nous deux avec Thomas dans ce qu'on a pu vivre ensemble, que ce soit à Canal ou alors ailleurs. 5 ans plus tard, tu quittes Canal pour commenter la Bundesliga avec beIN Sport. Ouais, là, je veux arrêter. Là, tu voulais arrêter toi, effectivement. Je voulais tout arrêter. Je sortais d'une période hyper compliquée. Je m'étais fait une blessure au genou gauche terrible dans un match de foot. Non, mais vraiment des années de blessures. Ouais, non, là, j'avais rupture des ligaments. J'étais parti me faire opérer à Strasbourg. J'étais chez mon ami Marc Keller, qui m'a vraiment aidé de manière incroyable pour permettre de retrouver mes moyens le plus rapidement possible. Et puis derrière, je me suis retrouvé en maison de rééducation à Saint-Maur, grâce à un personnel hospitalier qui a été absolument fabuleux. Et ça a été vraiment une période très difficile pour moi, parce que la direction des sports à Canal à l'époque était tout sauf proche. J'ai pas souvenir d'avoir eu le moindre coup de fil, je crois, alors que j'ai été arrêté. Ça faisait déjà... Ça s'est produit fin août. Et je crois que je suis revenu au travail au mois de mars 2015. Je ne crois pas avoir reçu le moindre coup de fil de la part de la... Sachant que ça faisait plus de 20 ans que tu étais à Canal. Ouais, et de la part de la direction de l'époque. Et quand je suis revenu, on m'a mis au placard, complètement, pour commenter des matchs d'un championnat annexe, en l'occurrence les matchs du championnat néerlandais. Il y avait je me souviens, il y avait des cabines réservées pour le golf, et il y avait une toute petite cabine dans laquelle j'étais empêtré. Et ça m'a complètement anesthésié, anéanti. Et j'avais demandé à mon consultant de hockey de l'époque, qui est toujours mon consultant de hockey, le maître Stéphane Clou, qui est une entreprise de luminaires, de me prendre pour que je sois son... Je sais qu'à l'époque, il cherchait un chef magasinier. Je me voyais bien, tu vois, avec une forme de tablier comme ça, un petit crayon à papier avec mon stylo. Oui, vous voulez la vis X2 240, pas de problème, je vais chercher ça avec ma petite... Je me voyais bien coupé, cassé, parce que j'étais psychologiquement vraiment pas bien.
Et je voulais arrêter, complètement arrêter, quoi. Moyennant quoi, mon épouse, après quelques semaines de rétablissement, m'a fait comprendre que, elle voyait pas d'un bon œil cette idée-là, et que deux, de toute manière, c'était pas une bonne idée. Et puis Bein Sport est arrivé et j'ai saisi la balle au bon pour poursuivre. Du coup, on te donne la responsabilité de commenter la Bundesliga. Ouais. Ce que je faisais déjà depuis quelques années à Cannes, oui, tu vois ce que je veux dire. Mais les droits avaient basculé entre temps. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux gens aujourd'hui qui trouvent que la Bundesliga est moins passionnante que la Première Ligue ou la Liga? Je dirais qu'ils passent à côté de quelque chose. Ça, c'est une évidence. Parce que si tu aimes ce sport, déjà, à la base, tu fais pas de distinguo. Le foot, c'est du foot, c'est le même sport, que ce soit la Première Ligue, la Liga ou alors la Serie A italienne, c'est du foot, ça reste du foot. Et quel que soit le club, la grandeur, l'aura autour de ce club, même le plus petit est capable de te sortir les plus grands joueurs de la planète. Je suis pas sûr qu'il y ait des hyper spécialistes dans le monde du club de Madère, dans lequel a pu débuter Cristiano Ronaldo. Rosario Central est un peu plus connu avec Léo Messi, mais enfin... Tu comprends un petit peu mon idée. Moi, ce que j'adore dans la Bundesliga, c'est que c'est un championnat qui, semaine après semaine, est capable de m'offrir des histoires, aussi basiques soient-elles, qui me permettent de pouvoir m'éclater. Et il y a un environnement qui est vrai aussi, surtout dans les pays nordiques. Alors, je fais cette distinction-là parce que je suis moins allé dans des stades, que ce soit au Portugal, en Espagne ou alors en Italie. Mais en tout cas, dans ceux dans lesquels j'ai pu aller, voilà, tu vas voir un match de foot, t'es content pour ton équipe, tu gagnes, t'es super content, etc. Tu perds, tu vas pas non plus te mettre une balle, quoi, tu vas pas t'agacer et perdre 48 heures parce que un de tes joueurs a été complètement pourri, quoi. Donc, si tu perds, tu vas au bar, tu te drinques une bière et puis tu passes à autre chose, quoi. Voilà, c'est cette distance, cette capacité à pouvoir prendre un petit peu de distance par rapport à l'événement. Tu vis l'événement le samedi, 15h30, voilà, le rendez-vous, il est pris, t'es là, c'est absolument immuable. Et puis, ça se passe bien, t'es super content, tu poursuis la fête, ça se passe mal, t'es pas content, mais tu poursuis la fête quand même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Pour toi, ça a toujours été le même plaisir pour commenter un petit match qu'un gros match? Ou c'est quelque chose qui est venu progressivement? Ouais. Oui, parce que c'est le match, c'est en fait le noyau central de ce qui fait en fait le cadre de ceux que tu es obligé de commenter. Je reviens à l'événement qu'on a pu faire, qui était vraiment une disposition absolument géniale de la part des équipes de la com de Bein, qui avait donc lancé cette initiative de Bein Squad. Je sais pas si t'en parlais. Oui, t'as commenté le régional. 50 équipes, masculines, féminines, dans des sports aussi impliqués, de divisions inférieures, et voilà, pour revenir à l'essence du foot. Et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire d'abord un sujet à Ruffiac en Bretagne, et puis par la suite on a fait donc cet événement à Aiguille dans le Puy-de-Dôme, et c'était top parce qu'on a abordé la chose exactement de la même manière. Moi j'ai préparé ça exactement de la même manière, et ça a été beaucoup plus dur parce que je récupère beaucoup moins d'infos, même si j'ai été aidé et je les en remercie par les équipes de la com de Bein, mais voilà, quoi, ça te force quand même à sortir de ta zone, la fameuse zone de confort. Tu sais, c'est la phrase j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Bon, ouais, voilà. Donc là, j'en ai été complètement sorti. Mais fondamentalement, c'est exactement la même chose. Tu prends l'antenne à 15h30, tu la rends à 18h, et à l'intérieur, il faut que tu racontes une histoire. Et c'est ça qui est... Pour toi, commenter un match, c'est raconter une histoire. C'est pas seulement... Oui, bien évidemment. Mais qu'est-ce que... Non, mais si tu te limites à dire... Je vais commenter un match de foot, ça commence à 15h30, je vais prendre l'antenne à 15h25, je vais dire, bon, alors lui il est premier, l'autre il est deuxième, il y a machin qui vient de marquer 3 buts, et puis il va falloir suivre le gardien parce qu'il a arrêté 2 pénaltys. Derrière, les 90 minutes qui restent, ça va être long, hein. Ça va être très très long, hein. Il faut pouvoir tirer le fil de ce que ça représente. Qu'est-ce que Aiguille? Qu'est-ce que Lawson? Qui sont ces gars? Qui sont ces personnes qui sont autour du stade? Que ce soit celui qui vient placer les bâches et qui s'occupe de la buvette, qui est juste derrière et qui galère pendant toute la semaine pour venir faire ça, mais qui derrière, sur son temps libre, vient permettre de l'animation autour du stade. Voilà, ça génère un nombre d'histoires autour de ça qui font que, à l'arrivée,
bah, on a la possibilité d'avoir un match de foot. Et je pense que, je sais pas si tu avais vu cette retransmission qu'on avait pu faire sur Canal, mais fondamentalement, c'était pas extrêmement différent de ce qu'on peut voir d'un match de championnat pro ou je sais pas quoi. On a réussi à encadrer ça et pourtant c'était des purs amateurs qui étaient sur la pelouse et qui ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient à donner pour essayer de livrer le meilleur. Alors bien évidemment, il y a eu des écueils, bien évidemment, il y a eu des... mais on s'en fout à l'arrivée. À l'arrivée, c'est l'histoire. Et l'arrivée de l'histoire, c'était que bah, finalement, on a vécu ensemble un super moment et qu'on a pu, grâce à tout ce qui a été mis en place, avoir un match de foot. Ouais. Dans Zach en roue libre, tu dis que pour toi, un match, c'est 10 heures de préparation. Ouais. Mais du coup... Plus maintenant, parce que je vieillis. Concernant le contenu de ces 10 heures, en fait, vu que les supports d'information hyper... évoluer, que les outils se sont multipliés aussi. Et le nombre de matchs que tu commentes aussi est de plus en plus important, je crois. Est-ce que ta routine a changé au fil des années? Même si c'est de petites modifications. Pas vraiment, non. Ma routine n'a pas du tout changé. C'est l'approche qui a changé parce que je sais que ce que je fais maintenant demande encore un peu plus d'exigence dans la recherche de mes informations, parce qu'en face de moi, quand je dis en face de moi, derrière l'écran, en l'occurrence les téléspectateurs, sont beaucoup plus aguerris et qui ne lâchent absolument rien. Donc ça nécessite d'être encore un peu plus pointu sur ce que tu veux apporter et surtout pas raconter de conneries, quoi. Et mea culpa, ça m'arrive de raconter de conneries parce que avec le débit que j'ai et avec la densité des commentaires que je peux avoir, malheureusement, il y a la langue qui fourche, il y a des oublis, il y a des têtes à queue qui interviennent. Et ça, je pense que c'est le lot absolument de tout le monde. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit et dans la manière dans laquelle j'aborde mes rencontres, ça a pas changé parce que je suis toujours sur les préceptes de ce que me demandaient Charles Bietri et Thierry Gilardi, à savoir, quel que soit le nombre de spectateurs ou de téléspectateurs, qu'ils soient 1, 300 ou 3 millions. Faut connaître le nom de la personne dans les tribunes quand... Non mais la personne, moi j'ai toujours ça en tête, quoi. La personne qui m'écoute éventuellement ou qui veut bien me faire ce plaisir-là de vouloir m'écouter sur la longueur, ce qui est encore un cas qui change maintenant, elle a payé, quoi. Donc la moindre des choses, c'est de lui offrir à minima ce pourquoi elle a payé. Donc je vais bosser pour ça, je vais essayer de lui apporter en tout cas ce plaisir, de faire au mieux. On peut me reprocher un maximum de choses, mais en tout cas j'aurais toujours fait au mieux. J'aurais essayé de faire au mieux. Et quel que soit le match. Il n'y a pas un match que j'ai commenté, que ce soit un Pauli Hoffenheim, Bayern Dortmund, un match de finale de la Cup, demi-finale de la Coupe du Monde, finale de la Ligue des Champions, je n'ai pas abordé exactement de la même manière. Et je repars sur les basiques, sur les fondamentaux, et je retravaille comme ça. Si j'ai pas ça, mon métier perd complètement de son sens. Et si ton métier n'a pas de sens... Ce que je trouve beau aussi, c'est que, d'autre part, tu considères que le silence que tu dois laisser pendant un match est aussi important. Ouais. Et j'ai envie de mettre ça en parallèle avec une fonctionnalité qu'a lancé Canal en ce moment, et que j'ai utilisé. Ouais, moi aussi. C'est le mode de tribune. Ouais. Est-ce que ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur parce que moi je considère que le commentaire c'est un peu comme une musique. Et cette musique-là, tu l'apprécies, tu l'apprécies pas, tu la kiffes, tu te dis ah bah tiens. Tu sais, il y a toujours ce type de match avec un commentaire ou alors avec un commentateur où tu te dis ah c'est lui qui commente, alors là là c'est important là. Alors, quel que soit le match, mais tu te dis ah. Quels sont les commentateurs que t'aimes en ce moment? Non, mais quel que soit le sport, c'est très compliqué de citer des noms, mais tiens, puisque l'actualité est là et que ça va se jouer pendant le week-end, je vais te parler de rugby à Canal. Moi, je trouve que le service rugby à Canal fait un super taf. Mais si c'est pas Eric Bail, je me dis, ah, merde, ça c'est pas important ou c'est quoi l'histoire? Mais c'était vrai avec Thierry Gilardi. Et pourtant, si c'était pas Thierry, c'était Margot. Et Margot, c'est un super commentateur. Mais quand c'était Thierry, c'était Thierry. Et quand au rugby, c'est Eric Bail, c'est Eric Bail. Et donc ça fait partie d'une musique un petit peu qu'on intègre. Et cette musique-là, si à un moment elle te saoule,
et que tu te dis finalement c'est à chier ça, j'ai pas envie du tout d'entendre ça, et que tu as la possibilité de continuer à regarder ton match, mais de pas avoir ce truc qui te perturbe les oreilles, tu passes sur le mode tribune. Moi je suis comme toi, je l'utilise. On vous rappelle que juste avant le début de cette rencontre, 3 points d'écart entre Valence, le leader, et le FC Barcelone. Pour le moment, à l'heure où on vous parle, le Barça est relégué à 6 points de cette formation valencienne. Attention, qu'est-ce qui se passe là? On met un petit peu d'ambiance, mesdames, messieurs, on se réveille. Quelle est la compétition que tu as le plus aimé commenter, à part la Bundesliga? La Coupe Stanley. La Coupe la Coupe Stanley. Tu sais, alors il va falloir que tu apprennes quand même, la Coupe Stanley, c'est le plus vieux trophée de l'histoire des sports professionnels d'équipe. Et c'est donc la finale de la NHL, la Ligue nationale de hockey nord-américain. Au niveau de son ambiance, parce que ça, c'est un truc qui est absolument phénoménal, que ceux qui ne connaissent pas, je vous invite. Alors là, ça vient de se terminer, mais je vous invite à jeter un œil sur des matchs. Et si vous êtes en Amérique du Nord, au Canada ou alors aux États-Unis, allez voir un match derrière, vous allez être piqué d'entrée et ça va plus jamais vous lâcher. Il y a ça au niveau de l'ambiance et bien évidemment la raison pour laquelle j'ai fait ce métier, en l'occurrence les Jeux Olympiques. J'ai eu la chance d'en faire moult et moult. Et la raison pour laquelle, in fine, je fais ce métier, ce sont les Jeux Olympiques. Je m'étais toujours dit, un jour, je vais faire les Jeux Olympiques. Et j'ai eu la chance qu'on m'ait donné cette possibilité de pouvoir le faire, parce que c'est pas une évidence. Et les Jeux, c'est un truc de fou, quoi. Les Jeux, c'est un truc de fou. Et la compétition de foot, hors Bundesliga, qui t'a le plus fait plaisir? La Coupe du Monde, c'est très particulier. Hein. T'as commenté la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, c'est ça? Ouais. Absolument française aujourd'hui, avec des dizaines de milliers de personnes sur les 2,5 km de long que compose ce fan mail ici à Berlin. Ça a été une fête énorme, une explosion absolument monumentale. Les Allemands ont aussi pris fait et cause pour l'équipe de France. Et ça a été vraiment une bronca, un brouhaha énorme. Tout le monde s'est jeté dans les bras lorsque le coup de sifflet final a été donné par Monsieur Medina. Merci Jean-Charles, j'ose pas vous poser des questions parce qu'il n'entend pas. Il porte le maillot de Willy Sagnol, me semble-t-il. Voilà, Didier, ouais, où il est. Mais dis-lui qu'il a quelque chose sur la tête. Ouais. Non mais c'est pas juste, il n'entend pas. Ouais, on peut se moquer. Si vous avez des trucs à dire sur Jean-Charles, il n'entend pas. Allez-y là. Révéler, c'est un bien grand mot, mais voilà. Qui m'a permis d'être à peu près ce que je suis, de transmettre ce qu'était le football, ce que représentait le football en Allemagne, chez moi. C'était la personne la mieux placée en France pour commenter. Voilà, chez moi. Alors, j'ai pas commenté de match. Okay. J'étais simplement dans l'enrobage, dans la mise en place des plateaux, des dispositifs, pour essayer de montrer, tiens, regardez, voilà, c'est là que ça se passe, etc. Il y avait, voilà, quand j'étais à Munich, Willy Sagnol m'avait passé son appart pas loin du centre, donc j'étais en des dispositions absolument incroyables grâce à ces joueurs que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer pendant la Coupe du Monde et qui ont été hyper importants aussi dans l'évolution de ma carrière. Hyper important dans le sens où ils m'ont montré ce qui était important de faire pour pouvoir évoluer, mais tout en restant à sa place. Alors ça t'a pas échappé que moi j'avais pas un ego super dimensionné, je suis pas présent sur les réseaux sociaux, j'essaie simplement de faire mon taf et d'offrir à celui qui veut bien m'écouter un moment de bonheur, un moment de passion, un moment d'explication. Et puis après, chacun a sa vie à gérer. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Voilà. Et ça a été un moment hyper important pour moi, la Coupe du Monde 2006. Ouais. Les buts, malheureusement, peut-être là, le ballon récupéré, double une deux. Le 77e, il est là pour venir décanter la situation, le jeu génial. Double une deux. Il est arrivé Neymar. T'as commenté le but de Neymar contre la Croatie pendant la Coupe du Monde 2022. Ouais. Le quintuplé de Lewandowski en 9 minutes. Je te donne quelques exemples, mais quel est le but qui t'a le plus marqué en commentant? J'ai eu tellement de moments complètement dingues dans lesquels j'ai eu la chance d'être immergé, que je suis absolument un foutu. Alors bien évidemment, là maintenant que tu me les rappelles, j'ai en tête ces moments-là, mais
au-delà de la chance que j'ai eue sur la durée de pouvoir faire cette carrière et des événements que j'ai pu commenter, j'ai du mal à pouvoir poser ces moments-là. Lewandowski, ça a été un truc de fou. Ce ciseau, notamment, donc celui-là, je l'ai bien évidemment en tête, mais il y a vraiment d'autres moments qui... je te laisse réfléchir, il n'y a pas de problème. Ouais, non, il y a d'autres moments qui me... Le but de Franck Ribéry, ballon qui vient de la droite, comme ça, la reprise de volée à mesure. Ah, contre Gladbach ? Non, en Bundesliga avec le Bayern. Oui. Franck, il nous a mis contre Gladbach. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je me rappelle, j'ai pété un plomb là-dessus parce que je l'ai vu arriver, mais gros comme le nez dans la figure, et là, il te plante ce truc-là, Franck. Joueur extraordinaire. Non, il y en a beaucoup trop. Et en plus, je les ai pas. Là pour le coup, je veux dire, l'accumulation des matchs, l'accumulation des buts fait que c'est pas un problème de digestion. C'est quoi ton style de but qui te fait le plus péter un câble quand tu commentes? Ah, celui-là, celui de Franck. Les grosses frappes ou les. Ouais, celui de Franck, il est pas mal. Le dernier que j'ai commenté donc hier à l'occasion d'Angleterre. Pays-Bas, le dernier but d'Harvey Elliott, il est pas mal aussi, quoi. Je veux dire, quand il vient prendre tous les espaces comme ça et que les autres sont scotchés en face avec cette frappe qui laisse aucune chance, ça me fait bien monter, quoi. Ce genre d'envolée, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une forme d'accouchement, quoi. Ouais. Le truc, il est là, le joueur donne tout en bas, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce genre de situation. Ça, c'est la frappe de Kimmich aussi. Ouais, contre Cologne, 94e. Ouais, voilà, parce que t'es dans des momentum où tu t'y attends plus, où c'est vraiment, quoi, c'est vraiment la frappe de la dernière chance, c'est la DR, quoi, ça peut passer à 3 mètres au-dessus, et là, tu te dis, non, c'est pas cadré, mais bon, là, c'est pleine lucarne, quoi, donc, de la même manière que je suis un foutu de te dire combien de matchs j'ai commenté dans ma vie, je suis pas très capable de pouvoir... J'ai des dramatiques qui me restent en tête. De construction des... un match dans sa globalité. Ouais, un match dans sa globalité. La finale de la Ligue des Champions 2012, Bayern-Chelsea, a été un de ces moments du début jusqu'à la fin. Mais quand je te parle du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de 3h de l'après-midi à minuit. Pas seulement le match, Ouais, pas seulement le match, quoi. J'ai vécu toute l'euphorie des supporters du Bayern, des mecs qui étaient en train de se mettre en place et qui chambraient avec les gars de Chelsea. Oui, parce que je rappelle que la finale s'est jouée à l'Allianz Arena. Ouais, voilà. Et qui chambraient avec les mecs de Chelsea. L'ambiance était super bonne. Il y a le match qui est là. Il y a cette archi-domination du Bayern Munich. Il y a 3 reprises. Elle est la coupe dans les mains, quoi. Je veux dire, elle est là. Elle est à toi. Donc, le penalty raté de Robben. Voilà. T'as le but, t'as Drogba qui égalise à la 88e, t'as le penalty raté de Robben, t'as Bastian, mon poteau qui vient et qui manque, et je me souviens que j'étais pas très loin dans la position de commentateur, je commentais ce match-là avec Giroud, et Didier Drogba est monté, il m'a vu, il est venu me voir, pour me dire, t'as vu, c'était complètement fou, quoi. Mais moi, je regardais les spectateurs à côté, quoi. Et la détresse dans Munich après le match, quoi. C'était un truc de malade. C'était un truc de fou furieux, quoi. La détresse. Je suis allé au banquet, le Bayern Munich, quels que soient les matchs de Ligue des Champions, fait un banquet post-match. Et je suis allé à celui après la finale. Il y avait un nombre de personnes assez incroyable et un silence de mort. Un silence de mort. C'est-à-dire que je suis rentré dans une salle, il y avait 300, 400 personnes, je ne me souviens même plus le nombre, une gigantesque salle, et personne ne parlait. Personne ne parlait. Et à 150 mètres de là, il y a les supporters de Chelsea qui étaient en train de faire une fête de fous furieux. Et ça fait partie de ces dramatiques que j'ai en tête. Okay. La sélection allemande ne pète plus la forme depuis quelques années. Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Ouais. Mais quand même, élimination Ligue des Nations encore. Ouais. Bon, au moins, ils y sont allés dans le Final Four, c'est la première. Moi qui suis supporter du Barça, j'apprécie forcément Flick qui nous a un peu... T'as besoin d'argent, alors. Comment t'expliques qu'un coach aussi talentueux que lui n'ait pas réussi avec la Mannschaft? Il y avait pas de possibilité que ça soit faisable pour Hansi Flick. Il arrive dans des circonstances qui sont extrêmement compliquées.
Il faut revenir quand même beaucoup plus loin que la chute de Joachim Löw pour comprendre effectivement ce qui s'est passé dans la sélection allemande. En fait, la vraie problématique, c'était à la base au sommet en 2021, lorsque Joachim Löw décide de rendre les armes. Faut quand même savoir que ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas de direction réelle. Il n'y a pas de président réel. Il y a des intérims qui sont là. Il y a des intérims qui sont nommés, mais tout est parfaitement instable. Et ce qui est encore aujourd'hui la plus grosse fédération sportive au monde était quasiment pas gérée depuis la Coupe du Monde 2006 et les problèmes qui s'en ont suivi juste derrière. Dont le procès est actuellement en train d'avoir place 19 ans après, d'avoir lieu en Allemagne. Tout ça, ça a complètement déstabilisé la structure. Ça a mis à mal le niveau de confiance à tous les niveaux. Et en termes de résultats, ça a pu se voir. Alors, il y a eu quelques étincelles qui ont pu avoir lieu du côté des moins de 17, des moins de 19, ou alors des espoirs, mais sans plus d'effet que cela. Il n'y a pas eu aussi le degré de lucidité suffisant pour dire à Joachim Löw qu'après la Coupe du Monde 2014, où ils avaient été un Graal quasiment inatteignable pour un sélectionneur, ce qu'ils ont réussi à faire au Brésil en 2014, tu peux plus le refaire. Dans 100 ans, dans 150 ans, on sera pas là pour pouvoir le gérer, mais la manière dont ils ont abordé ce tournoi, dont ils l'ont joué, tu peux pas faire mieux. À ce moment-là, Joachim Löw, tu dois partir. Tu es là depuis 2006, ça fait 8 ans, ça fait beaucoup déjà. Tu réenquilles pas pour quelques années supplémentaires. Alors certes, il y a l'Euro 2016 en France où tu as l'équipe d'Allemagne qui fait encore bonne figure, même si elle est sortie par l'équipe de France, mais le niveau de jeu, tu sens que c'est encore costaud. Mais il y a une forme de cassure qui est présente. Et à partir du moment où, à cet instant-là, tu n'es plus capable de prendre la bonne décision, la dégringolade, elle est absolument inévitable. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la qualité des joueurs, tu peux faire tout ce que tu veux, te mettre le cul par terre et danser la rumba autour d'un feu. Ça se fait pas en un claquement de doigts. La confiance, c'est quelque chose qui est hyper dur à régénérer. Et Hansi Flick, malgré toutes ses qualités d'entraîneur, il l'a démontré que ce soit avec le Bayern ou alors aujourd'hui avec le Barça, pouvait rien faire dans un laps de temps aussi court. La défaite contre l'Autriche et contre la Turquie, ça a été le pompon. Il a fallu avec l'arrivée du nouveau boss élu sur la durée, Bernd Neuendorf, mettre en place une nouvelle équipe qui allait pouvoir travailler là elle aussi sur la durée, appeler le pompier de service qui a toujours bien fonctionné, en l'occurrence Rudi Völler, et mettre en place un nouveau sélectionneur avec des idées, avec des marges de progression d'abord à petit et après à moyen terme, et on verra si ça sera à long terme, en l'occurrence Julian Nagelsmann, pour voir une forme de progression. C'est loin d'être gagné, mais ça va mieux. Toi, tu crois au projet Nagelsmann? Ouais, j'y crois au projet Nagelsmann. C'est une forme de phénomène. Tous les clubs par lesquels il est passé ont été une réussite. On rappellera quand même que c'est lui, à l'âge de 28 ans, qui vient sauver le TSG Hoffenheim d'une première relégation. Ils étaient 17e, à un point de la lanterne rouge, relégués assez loin du premier sauvé. Quand il arrive au mois de février 2016, me semble-t-il, c'est loin d'être gagné. Et il arrive à les sauver. L'année suivante, il les place en Ligue des Champions. Derrière, il part à Leipzig avec les résultats qu'on lui connaît. Bon, il y a cet écueil Bayern Munich que personne n'expliquera jamais, ce qui est passé par la tête d'Oliver Kahn et d'Hasan Salihamidzic, sous prétexte qu'il est allé faire du ski pendant une semaine de vacances auquel il avait droit, de dire non, c'est pas l'entraîneur du moment, on va le virer. Bon, ils répondront jamais à ça parce que de toute manière, eux considèrent qu'ils ont absolument raison. Ça a été une des plus grandes conneries faites par le Bayern Munich sur ces dernières années, et une connerie qui vont traîner pendant quelques temps, même si l'entraîneur a changé, même si la mise en place est plutôt intéressante avec Vincent Kompany. Ce qui s'est passé avec Nagelsmann, tu vas le payer pendant suffisamment longtemps. Je pense que l'équipe d'Allemagne a de la chance d'avoir Nagelsmann en tant que sélectionneur, mais je pense aussi et surtout qu'il faut beaucoup de temps pour recréer une confiance inaltérable dans un groupe qui puisse te permettre de croire que tu vas gagner un trophée.
le prochain d'entre eux étant la Coupe du Monde, autant dire tout de suite, il va falloir bosser énormément. Mais en tout cas, il y a la qualité qui est là, intrinsèque, pour faire de cette équipe, à minima, un top 8 du prochain mondial aux États-Unis. L'un des gros projets de la nouvelle réorganisation est la DFB Academy, qui essaye quelque part de reproduire le modèle Clairefontaine. Ou... Ouais. Ah oui, complètement calqué. Hein. Ouais. Tu penses que ça peut avoir un succès dans les prochaines années ? Oui, je pense que ça peut avoir un succès dans le sens où, de toute manière, il y avait besoin de cette nouvelle infrastructure. La fédération allemande de football est placée à Francfort. Il y avait besoin de rénover un peu les structures. Depuis 1998, et le titre des Français, on se rappelle que Franz Beckenbauer, lui, avait été complètement happé par ce que la France est capable de faire en termes de formation, en termes de mise en place de structures. Donc, avait vraiment bataillé le Kaiser pour que la France s'inspire pour que l'Allemagne s'inspire de la France, ce qui finalement a été fait, ça aura mis du temps et il aura fallu beaucoup d'argent. C'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai comme projet effectivement d'aller visiter ce nouveau campus que je connais pas. C'est très peu documenté en France. Ouais. Non, personne n'en parle. J'ai comme projet d'aller le visiter. Je te dirai ce qu'il en est. Avec mon pote Hanno Balic, qui est l'entraîneur des moins de 19 de l'équipe d'Allemagne, qui vient de se faire taper en demi-finale de l'Euro des moins de 19, 6-5 contre l'Espagne. Il était malheureux. Et c'était un match complètement dingue. Et donc, d'aller voir un petit peu ce qui s'en fait. Et oui, j'ai pas de doute que, en tout cas, c'est un outil qui peut permettre aux diverses sélections allemandes de pouvoir avancer. Soit dit en passant, en termes de formation, qui fonctionne plutôt bien. On a vu le résultat des moins de 19 dans le final de l'Euro, champion du monde des moins de 17, finaliste de l'Euro des moins de 21. Donc oui, quand même. Là, c'est quand même une mise en place qui est intéressante avec un outil de travail complètement neuf qui permet d'avancer. On va jouer au petit jeu. Voilà. J'ai une série de questions. Faudra être tranchant. Aïe. Allons-y. Ça commence très fort. France-Allemagne, finale de Coupe du Monde 2026, t'es pour qui ? Ah bah là, je sais pas. Les deux. Ah là, je peux pas te dire. Qui a fait le plus de mal au Bayern, Messi ou Ronaldo ? Messi. C'est étonnant quand même, parce que en nombre de buts, il y a la symbolique Messi contre Boateng, mais Ronaldo, je crois qu'il a mis plus de buts. Ouais, mais Messi a fait plus de mal dans le jeu et dans les résultats, je crois. Ok. Guardiola est-il parti trop tôt du Bayern ? Ouais. Mais c'était en son idée. Il voulait faire que 3 ans. Il l'avait annoncé dès qu'il est arrivé, donc pas de regret. 125 millions d'euros pour Wirtz, c'est trop ? Non, c'est pas assez. Pas assez. Olysée est-il le meilleur joueur du Bayern en ce moment ? Bah, largement. T'as vu le début du championnat du monde des clubs qu'il fait ? Bah, quel joueur. J'aurais tellement aimé voir une attaque. Olysée, Musiala, Wirtz, Harry Kane. Imagine ça. Ter Stegen doit-il être titulaire avec l'Allemagne ? Non. Je l'aime pas non plus en tant que supporter du Barça. Le Dortmund de Klopp en 2013 ou le Bayer Leverkusen d'Alonso en 2024 ? Bayer Leverkusen d'Alonso 2024. Quelle est l'équipe allemande à surprise à suivre la saison prochaine ? Bah, c'est très compliqué parce que le marché des transferts, ça t'a pas échappé, est complètement atone avec cette histoire de championnat du monde des clubs, ça se ferme, ça se rouvre, c'est reparti. Allez, j'ai envie de dire le Borussia Dortmund. Ils nous ont tellement déçus la saison dernière. Le joueur qui manque le plus au foot allemand ? Franck Ribéry. Et le joueur allemand qui manque le plus à la sélection ? Mats Hummels. Qui est le meilleur allemand de l'histoire selon toi ? Franz Beckenbauer. Le meilleur joueur de l'histoire, toutes nationalités confondues ? Diego Maradona. Ton stade préféré ? Où t'as commenté possiblement ? Ouais, mon stade préféré, c'est le stade olympique de Berlin. Être commentateur sur un jeu vidéo, oui ou non ? Alors, on m'a jamais proposé. Il paraît que... Il y a une grosse propagande sur Twitter, Théo. Oui, mais non, je sais pas, les gens qui sont à la tête de ce type de segment doivent pas me connaître parce qu'on me l'a jamais proposé. Et l'idée te plairait ? Pourquoi pas, oui. L'ancien joueur avec lequel t'aimerais commenter un match ?
Franck Ribéry. Je crois qu'il aurait fallu une question sur Ribéry. Il y a un vrai amour. Non, mais parce que Franck, c'est une personnalité tellement juste, tellement vraie, tellement incomprise parfois, que je pense que c'est le type de personnage à la télévision qui pourrait être aussi surprenant qu'il ne l'a été lorsqu'il était joueur. Et il a une finesse d'esprit, une finesse d'analyse qui en surprendrait énormément. Le Kaiser. T'as déjà pensé à faire de la voix off pour du cinéma? Non, on me l'a pas demandé, mais j'aimerais bien. Ok. Merci Jean-Charles d'être venu sur Ayotam. C'était un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. À la prochaine.